Salut à tous. Vous écoutez la 15-18 radio. 15-18 radio. It's a web radio live. Et bienvenue sur la 15-18 radio. Dans le cadre de l'élection présidentielle française de 2012, nous avons décidé depuis quelques mois déjà de proposer des émissions politiques pour pouvoir débattre, discuter sur les programmes des candidats entre jeunes. Et aujourd'hui, nous recevons Philippe Poutou, candidat à la présidentielle pour le NPA, nouveau parti anticapitaliste. Donc pour rappeler rapidement à nos auditeurs qui nous écoutent, le NPA a été fondé le 5 février 2009. Son objectif est de rassembler des personnes de toute orientation afin de contrer le capitalisme. Il se veut un parti de lutte sociale refusant le réformisme. Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Alors, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Ouais, c'est avec plaisir. On va commencer rapidement par on va faire sous forme de questions. Donc on va procéder rapidement puisqu'on n'a pas énormément de temps. Donc je vais commencer d'abord sur les questions sur justement la présidentielle. Alors hop, je prends voilà. Alors moi j'aurais tout d'abord aimé savoir comment vous avez choisi de représenter le NPA aux élections présidentielles. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Il fallait trouver un successeur à Olivier Besancenot qui était plus partant. Et donc voilà, il y a une discussion assez rapide parce qu'on a été pris par les délais. Et on a choisi un profil qui pouvait correspondre à l'image qu'on vous donnait de nous. C'est-à-dire, moi j'avais mené une bataille là où je travaille de 4 ans pour empêcher la fermeture de l'usine, pour sauver les licenciements, pour empêcher les licenciements. Et voilà, donc ça donnait cette image de refus de la résignation et que ça pouvait payer. Puis après, voilà, militant du mouvement social et donc c'est parti là-dessus, quoi. La campagne, elle fut difficile, cette campagne, puisque on vous a vu, par exemple, pendant que d'autres gros candidats, si je puis me permettre, faisaient des meetings, vous distribuiez, par exemple, des tracts, vous étiez mis un peu à part par les médias aussi. Est-ce que cette campagne, elle fut difficile pour vous? Non, elle n'est pas difficile. On est habitué à bosser comme ça. On est un petit parti avec des petits moyens, donc on fait ce qu'on sait faire depuis très longtemps. Le problème, la difficulté, c'est qu'on est marginalisé, qu'on n'est pas médiatisé. Sinon, on fait notre boulot, on cherche pas à ressembler aux autres. On fait nos meetings, on a rencontré les salariés, les associations. Enfin, ce qu'on fait au quotidien finalement, on le fait un peu plus gros pendant les campagnes électorales. Après, il y a 8 mois à peu près de période où on est marginalisé, et c'est quand il y a la campagne officielle qu'il y a une visibilité. Et là, c'est beaucoup mieux pour nous, évidemment, parce qu'on se sent plus efficace, on parle à des millions de gens, et c'est ce qui s'est passé sur les 3-4 dernières semaines. Et est-ce que vous êtes un peu soulagé que ça soit fini, de pouvoir, d'un point de vue purement personnel, là je parle pas politiquement, mais de pouvoir vous reposer, de pouvoir enfin, je sais pas, profiter de vos amis un peu, même si je pense qu'on doit quand même toujours vous solliciter comme nous pour des interviews, etc. Mais pouvoir finalement retrouver une vie un peu plus normale que pendant l'élection présidentielle, est-ce que ça vous soulage ou... Ouais, non, mais c'est sûr que la campagne, c'est un moment qui est très particulier, avec des sollicitations permanentes, avec du mouvement en permanence, et puis une pression en permanence, parce que je suis le porte-parole de mes camarades, et puis au-delà, donc on essaie de représenter le clan des opprimés, de dénoncer la société, enfin voilà, donc en tant que porte-parole, évidemment, il y a une pression, parce que le but, c'est de faire le mieux possible, le plus clairement possible, et d'être le plus efficace possible. Après, donc du coup, la campagne finie, ça fait retomber la pression. C'est mieux pour moi, oui, d'un certain côté, mais d'un autre côté, on se disait qu'à la fin de campagne, on aurait bien aimé continuer un peu plus, parce que forcément on est médiatisé. Et voilà, on a senti la différence dans les meetings, beaucoup plus d'affluence, des contacts. Enfin, on a senti que notre message passait beaucoup mieux, et à la limite, ça aurait été un peu plus pratique pour nous de prolonger cette situation-là. Voilà, donc c'est pour ça que on n'était pas contre de continuer ce boulot-là. Là, il y a les législatives, donc qui arrivent très vite, donc on va continuer, parce que c'est vrai que l'intérêt pour nous, c'est de nous faire entendre le plus fort possible, et auprès des plus grande partie de la population. Donc c'est là où on profite des élections. Ok, d'ailleurs par rapport aux législatives, on avait une question à vous poser quand on a préparé l'émission. Alors c'était par rapport à l'objectif originel du NPA, qui était de regrouper en fait, ce qui m'avait semblé évident, c'était que la volonté première du NPA, quand il avait été créé, c'était de regrouper des militants de tous bords de la gauche anticapitaliste, aussi bien des trotskistes, des anarchistes, des gens sans idéologie précise forcément.
Est-ce que vous pensez pas aujourd'hui que le Front de gauche a mieux réussi que vous cet objectif-là? Et du coup, quelle va être la politique du NPA par rapport au Front de gauche et peut-être aussi à Lutte ouvrière, même si on sait que Lutte ouvrière est vraiment plus indépendantiste, entre guillemets, aux élections législatives et par la suite aux prochaines élections? Est-ce que vous avez déjà commencé les discussions pour des possibles alliances? Comment ça se passe? Et déjà par rapport au regroupement politique entre nous et le Front de gauche, c'est pas la même chose, parce que c'est vrai que nous, on n'abandonne pas d'ailleurs le projet de construire une organisation anticapitaliste large, et comme vous dites, qui regroupe des communistes, mais aussi des libertaires, des anarchistes, des gens qui ont quand même qui n'appartiennent à aucun courant politique, d'essayer de regrouper, y compris du mouvement syndical et associatif. On pense que c'est nécessaire de faire tomber les barrières et d'arriver à la fois à construire un parti large, mais en même temps qu'il soit clairement défini comme anticapitaliste et indépendant du Parti socialiste, parce que ça c'est aussi très très important, c'est qu'il n'y a pas ces liens que justement on continue d'avoir le Front de gauche, et c'est là la grosse différence avec le Front de gauche, c'est qu'on a beaucoup de points communs sur le programme politique, sur les aspirations, l'espoir de changer la situation et d'empêcher l'austérité. Ça c'est les points communs qu'on peut avoir avec les militants du Front de gauche, mais après il y a beaucoup ils ont des liens avec le Parti socialiste. Il faut qu'on peut pas faire partie de leur regroupement. Et ça se traduit d'ailleurs aujourd'hui par des politiques dans les régions où les élus du Front de gauche votent les budgets du Parti socialiste, qui sont des budgets qui vont à l'opposé de ce qui est revendiqué par le Front de gauche lui-même. C'est-à-dire à la fois les privatisations, les aides aux multinationales, ce sont des millions d'euros qui sont distribués à des multinationales qui n'en ont pas besoin, en plus qui licencient. Donc voilà, il y a quand même pas mal de problèmes politiques. Mais bon, ceci dit, on est à la fois radical et donc indépendant du PS, mais en même temps, on défend cette idée d'une politique unitaire dans les combats sociaux, dans les luttes de tous les jours. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec eux. C'est de toute façon, on a des contacts, puisqu'on milite avec eux dans les syndicats, dans les associations. Et c'est essayer de construire une riposte unitaire qui est pour nous nécessaire. Et après, au niveau des élections, évidemment que si on peut avoir des accords politiques locaux, parce qu'on pourra avoir suivant les départements. Ouais, parce que si je peux me permettre de vous couper, parce que j'avais le souvenir que c'était, je ne sais plus, c'était pendant les régionales, il me semble, c'était dans le Limousin. Oui, dans le Limousin, oui. Vous avez fait une alliance et vous avez fait 20%, quoi. C'était juste extraordinaire. Moi, je le dis parce que je suis anarcho-communiste. J'étais très proche du NPA à ses débuts. Puis quand j'ai vu l'isolement progressif du NPA, c'est vrai que ça m'avait un peu déçu. Mais aussi, je comprends tout à fait la position par rapport au PS, qu'on souhaite pas, approuver la politique du PS. Mais est-ce que vous êtes confiant par rapport à l'indépendance du Front de gauche, c'est-à-dire est-ce que le Front de gauche, selon vous, va adopter une politique plus indépendante du PS au vu de son score à la présidentielle qui lui donne un poids plus important, alors qu'avant, le Parti communiste français, par exemple, était vraiment dépendant du PS et des accords avec le PS pour avoir des élus. Là, on a un score du Front de gauche qui est plus élevé, du coup peut-être qu'ils vont souhaiter être plus indépendants du PS, et donc il y a peut-être une possibilité de rapprochement avec le NPA qui est plus grande, non? Je sais pas ce que... Ouais, mais nous on raisonne pas par rapport à une stratégie. On n'est pas opportuniste. C'est pas parce qu'aujourd'hui le Front de gauche fait 11% que forcément c'est quelque chose de très... Ouais, mais comme vous l'avez dit... Attention les désillusions, parce qu'il y a des soucis avec... Aujourd'hui, il y a une ambiguïté énorme entre ce que fera le Front de gauche et puis les liens avec le PS, parce qu'ils n'excluent pas un soutien, même critique, envers le futur gouvernement de gauche. Le futur gouvernement de gauche mènera une politique d'austérité. Donc il y a des ambiguïtés. Nous, c'est pas parce que nous, on a une ligne de démarcation claire qu'on s'isole. On n'est pas du tout isolé. On a une politique particulière, on la défend, et on lâche pas là-dessus. Et de ce point de vue-là, on n'est pas du tout opportuniste. Mais après, on n'est pas isolé dans le sens où on milite de toute façon avec l'ensemble des forces militantes de gauche. On est dans tous les collectifs, on est dans tous les combats sociaux. Donc le problème, c'est que nous, on défend une ligne politique qui est très claire et qui dit attention, si c'est pour nous refaire le coup de la gauche plurielle, eh bien nous, on n'est pas partant. Voilà. Et on est persuadé que c'est ça qui est dangereux. Mais après, il y a la politique du Front de gauche, même au-delà de la question du PS. C'est une politique républicaine, patriotique, protectionniste. On est en désaccord complet avec toutes ces idées-là. Mais on est anti-impérialiste. On est pour le droit à l'autodétermination. Est-ce que aussi, il y a plein de divergences politiques qui sont énormes, fondamentales. Est-ce que aussi c'est pas une façon, il n'y a pas un distinguo à faire entre les militants du Front de gauche qui sont peut-être plus autogestionnaires, un peu plus peut-être libertaires, comme au NPA on peut l'être,
et l'image politique qu'il faut se donner dans les médias pour être entre guillemets médiatisé. C'est-à-dire que si le Front de gauche se donnait pas une image républicaine, on met le drapeau français un peu partout, on chante la Marseillaise, etc. Ils auraient peut-être une moins grande aura politique. Et malheureusement, là je suis totalement d'accord avec vous, aujourd'hui en France, on peut pas, on peut pas défendre des idées qui ne sont pas dans le carcan républicain classique, entre guillemets. Ah ouais, mais après, ça, c'est les choix politiques de Mélenchon, la direction du PG, la direction du PC. Moi, je veux bien croire qu'il y a des différences, évidemment, et les militants en bas. Mais bon, ceci dit, voilà, c'est la politique qui est défendue aujourd'hui. C'est une politique avec un fond patriote et avec des tas de déclarations, d'ailleurs, de non-rupture avec la politique de l'État français. Se vanter de la vente des Rafales, se vanter des liens avec l'assaut d'une partie du patronat, de dire que le programme du Front de gauche ne doit pas effrayer les investisseurs. Enfin, voilà, donc il y a des choix politiques qui sont faits. Nous, on peut pas défendre ça. En aucun cas, on pouvait soutenir le Front de gauche dans cette campagne-là. Il y avait trop de divergences. Et après, oui, effectivement, il y a la politique impérialiste de l'État français, dans les colonies, qui est pas dénoncée par le Front de gauche. Alors après, il y a des militants, effectivement, qui sont certainement internationalistes, certainement solidaires de la lutte des peuples, et qui donc se sont embarqués dans une politique qui est peut-être pas la leur en réalité. Mais nous, on est là aussi pour ça. On est là pour dire attention, il y a des divergences, attention, il y a des désaccords politiques, et c'est pas la peine de les cacher parce qu'ils sont fondamentaux. Il y a aussi la question écologiste, parce que même si le Front de gauche a défendu une planification écologiste, nous on est pour la sortie du nucléaire et on est pour la construction d'un service public de l'énergie qui soit en rupture complète avec les capitalistes, c'est-à-dire qui passe par l'expropriation de Total notamment. Donc on défend nous des idées qui vont vers l'affrontement avec le capital. Et ça, c'est pas défendu par le Front de gauche. Donc c'est tout ça qu'il faut. Nous, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les différences soient claires et qu'on puisse débattre de tout ça. Mais se sortir de cette idée qu'il y a une logique isolationniste du côté du nucléaire, en cachant les différences d'idées et de perspectives politiques à court et à moyen terme. C'est ça qui est important. Donc il n'y a pas de guerre entre nous, c'est pas des adversaires. Et encore heureux, on se retrouve, on se côtoie et on vit les mêmes choses donc au quotidien. Mais par contre, oui, il y a des divergences politiques qu'il vaudrait mieux discuter. Et là nous, on pense que la période qui vient, elle est importante de ce point de vue-là. C'est qu'il va falloir qu'on débatte nous-mêmes de tout ça et qu'on arrive à très rapidement concrétiser l'idée de comment on peut changer les choses, la riposte militaire, l'opposition au futur gouvernement de gauche si c'est la gauche qui gagne. Il faut qu'on discute clairement de ça. Et nous, on fera partie de ceux qui mettront ça sur la table, parce qu'on pense que c'est incontournable. Il va falloir qu'on se coltine ces problèmes-là. Alors justement, pour revenir sur ce premier tour, le candidat de gauche le mieux placé aujourd'hui pour le second tour, c'est François Hollande. Qu'est-ce que vous en pensez globalement? Est-ce que vous le soutenez aujourd'hui? Non, il est hors de question de soutenir Hollande, mais par contre, là, on est clair depuis le début de la campagne, c'est que nous, on dit qu'il y a l'élection, si elle peut servir à quelque chose, c'est au moins à dégager Sarkozy et toute sa bande. Ça, on a des comptes à régler avec ce gouvernement-là, une politique antisociale comme jamais on avait connue, et puis une politique raciste et xénophobe. Donc on tient à dénoncer cette politique-là, une politique répressive aussi. La répression, c'est contre les militants syndicalistes, mais c'est aussi contre c'est la police dans les quartiers populaires, avec des jeunes qui ont été tués ces dernières années. Donc voilà, on dénonce ça, on a des comptes à régler avec ce gouvernement, donc il n'y a aucun souci. Nous, on dit qu'il faut dégager Sarkozy et sa bande, et il se trouve qu'au deuxième tour, le seul outil qu'on a pour le dégager, c'est le bulletin Hollande. Donc il n'y a pas de problème. Moi, je voterai Hollande. Il n'y a pas de problème. Mais vous avez pas peur d'être co-responsable entre guillemets des futures politiques d'Hollande, c'est-à-dire que en votant pour Hollande, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Oui, mais on va lui donner une légitimité. Il faut le dégager. Comment on le dégage ce gouvernement? Comment on le dégage? Ouais, mais on va lui donner une légitimité et une austérité faite par Monsieur Sarkozy et faite par Hollande, c'est la même chose. Du coup, vous allez donner une légitimité en allant voter pour Hollande. Non, je crois pas, non. Et l'élection, on va pas participer aux élections du tout et puis on vote pas, et puis voilà, ça pourrait, il y en a ils vont faire ça. Si, on vote au premier tour, mais au deuxième tour, on peut dire on s'abstient, sachant quand même que, bon, globalement, oui, on peut se cacher, on sait. Je vous explique mon point de vue, je suis pas en train de débattre avec vous. Je vous explique mon point de vue. Mon point de vue, c'est qu'il y a un gouvernement d'enfoirés qu'on veut virer. La seule solution, si on veut ce gouvernement-là, c'est de voter contre. Voilà. Et moi, j'ai pas de problème de conscience avec ça. On peut me dire ce qu'on veut, j'ai pas de problème de conscience. Il y a un gouvernement, les Sarkozy, les Morano, les Wauquiez, les Hortefeux, tout
Là, on veut s'en débarrasser. Et la seule solution, c'est de voter contre. Donc je vote contre. Je ferai comme ça et je comprends très bien ceux qui voudront pas le faire. Mais moi, par contre, je fais ça. Ça, c'est la position du parti. On veut le dégager. Ouais, mais on sait que derrière, justement, on sait que derrière, et on est les seuls à l'avoir dit clairement, c'est que Hollande mènera une politique d'austérité de gauche. Voilà, on est les seuls à l'avoir dit. Même Mélenchon l'a pas dit comme ça. Donc voilà. Et nous, en aucun cas, se débarrasser de Sarkozy, c'est cautionner ce qui ira derrière. Nous, on dit très clairement, et on est les seuls à le dire encore une fois, qu'il faut une opposition à la gauche de la gauche, et que si un jour on veut une politique de gauche et une politique sociale, ça voudra dire que des opprimés se battent, relèvent la tête et s'organisent, et ça veut dire une riposte sociale unitaire. Voilà, on est les seuls à le dire aussi. On n'a pas de problème avec ça. Le problème, c'est qu'il faut préparer cette bataille-là. Demain, il va falloir batailler pour s'opposer à la politique du gouvernement de gauche. Voilà. Maintenant, on peut très bien rester neutre, ne pas aller voter et dire l'un ou l'autre c'est pareil. Sauf que moi, je pense pas que l'un ou l'autre c'est pareil. Aujourd'hui, on a une politique qui est depuis 5 ans, qui a particulièrement été grave à plein niveau. On a aujourd'hui un Sarkozy qui défend des thèses pétainistes et c'est pas pareil. Voilà. Et justement, pas pareil. Et on ne peut pas rester neutre là-dessus devant un parti qui défend presque ouvertement les mêmes thèses que le Front National. Après, donc Nicolas Sarkozy, à Pétain, où notamment il mettait un bout du discours de Nicolas Sarkozy, et un bout du discours de Pétain, et on remarquait sur ces deux types de discours des similitudes assez inquiétantes. Et vous, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de Nicolas Sarkozy aujourd'hui qui essaye une fois de plus, si je puis me permettre, d'attirer l'électorat qui a permis à Marine Le Pen d'arriver à 20% au premier tour, à 18%, pardon. Non, mais c'est clair que le discours de Sarkozy, ça relève du pétainisme. Hein. C'est le travail sans patrie de Pétain. Aujourd'hui, on l'a quasiment. Hein. Le travail rend libre, l'espace vital. Non, je sais pas si vous avez vu le discours du 25 avril où il parle de protéger l'espace vital. Bon, ça peut faire référence à l'espace vital. Voilà, on sait ce que ça signifie. Mais là, on va amener au-delà de la comparaison, parce qu'après, on peut toujours trouver c'est sûr qu'il y a des choses qui sont très semblables, mais il y a une logique aussi, c'est qu'il y a une crise économique qui est brutale. Et là, aujourd'hui, c'est l'austérité qui nous attend. Et il y en a qui vont en parler plus ou moins franchement. Et voilà, c'est ce qui nous attend. Et quand il y a une politique d'austérité qui va s'affronter donc à des acquis sociaux, là, on a déjà eu les retraites flinguées, mais là, on va avoir le temps de travail, on va avoir les salaires, la protection sociale qui va être flinguée. Derrière, les dirigeants, ils savent très bien que quand on attaque comme ça, c'est qu'il faut une politique autoritaire. Autoritaire parce qu'il va falloir museler les résistants, il va falloir empêcher des luttes sociales. Et donc on en revient à un discours de droite autoritaire. Voilà, donc ça c'est ce qui se prépare. Et c'est Sarkozy, voilà, c'est très clair. Et le Front National, c'est très clair aussi. Et les deux s'alimentent. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop qui c'est qui pique les idées aux autres. Hein, parce que de ce côté-là, hein, la politique xénophobe et raciste, il y en a un qui la met en place et puis l'autre qui en parle. Hein. Donc on verra bien. Mais c'est ça qui nous attend. Donc oui, il y a une logique autoritaire, une logique de mise au pas de la population qui devient très dangereuse pour nous. Alors de ce point de vue-là, c'est pour ça que ça rejoint la lutte contre un gouvernement actuel qui a mis en place cette politique-là depuis 5 ans. Mais en disant très clairement qu'évidemment, derrière, tous les courants politiques, de toute façon, qui sont de près ou de loin liés aux couches capitalistes, mèneront cette politique-là. Donc c'est pour ça qu'il y a eu les élections là, ça peut être une première manche qui sera ressentie comme une victoire, c'est celle de dégager ce gouvernement-là. Mais de suite après, c'est qu'on ne peut pas considérer qu'il faut attendre. Ça veut dire de mettre en place une bataille sociale et une lutte radicale contre le futur gouvernement, quel qu'il soit, mais même s'il est de gauche. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à discuter dès maintenant avec le Front de gauche. Sauf que le Front de gauche, quand il discute de répartition des circonscriptions comme il est en train de le faire plus ou moins officiellement, et bien on se prépare pas donc à une bataille politique contre le futur gouvernement de gauche. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à discuter aujourd'hui dans la période qui vient. Et on espère bien avoir des rencontres, on espère bien qu'il y ait un débat public, et il faut que du côté des opprimés, il se passe quelque chose de ce côté-là. Alors on va donner la parole à un autre animateur qui est avec nous et qui voulait vous poser une question justement sur la société. Donc je passe la parole à Rio. Bonjour Monsieur Poutou. Bonjour. Alors, une de vos particularités, c'est de faire votre combat politique en étant ouvrier. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces candidats qui revendiquent représenter les ouvriers? Mélenchon, Marine Le Pen, ils se disputent les ouvriers, alors que le seul vrai ouvrier candidat, c'est vous. Qu'est-ce que vous pensez vis-à-vis de cela? Il y a plusieurs. Il y a du côté de Mélenchon, c'est pas une escroquerie parce que il est soutenu par le PSG et le PC qui
qui comprennent beaucoup de militants ouvriers ou syndicalistes, salariés de base. Donc de ce côté-là, il y a quelque chose qui est logique. C'est un courant à la gauche de la gauche, il n'y a pas de problème. Par contre, là où c'était sketch, où ça relève évidemment de l'escroquerie, c'était Le Pen, Sarkozy ou Bayrou, Dupont-Aignan, enfin tous, ils s'y ont mis, à essayer de parler au nom du peuple, au nom de ceux qui souffraient, au nom de ceux qui étaient licenciés, au nom de ceux qui étaient au chômage ou qui vivaient dans la pauvreté. Là, c'est le propre de toutes les élections, c'est que quand on a besoin des voix, on fait celui qui est défenseur de la grande majorité de la population. Donc, ça faisait vraiment escroquerie parce que ce sont des gens qui se moquent complètement de ce qui arrive aux plus pauvres. Il n'y a que quand les pauvres se révoltent que ça leur pose un problème. Donc, il y a une grosse escroquerie. Et vous pensez que les ouvriers sont vraiment bien représentés au sein de la politique ? Non, mais les ouvriers, mais comme l'ensemble de la population, il y a une déconnexion énorme entre la population et la représentation politique. Aujourd'hui, ça se voit pas trop cette année, mais enfin, il y a eu qu'un 21 ou 22% d'abstention, donc ça c'est révélateur aussi du niveau d'écœurement et de désillusion qu'il y a. Mais au-delà de ça, ceux qui ont voté Hollande ou même ceux qui ont voté Mélenchon, c'est plus un vote contre Sarkozy qu'un vote de confiance. Il y a un gros problème aujourd'hui. Les gens ne croient pas à la politique. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire passer dans cette élection-là, et c'était pas évident. Et d'ailleurs, avec les 1%, ça montre que le message ne passe pas forcément bien. C'est que nous, ce qu'on dit, c'est que la politique, c'est l'affaire de tout le monde. On doit faire de la politique, on doit prendre nos affaires en main, et on ne doit pas se confier à des politiciens qui sont de gauche ou de droite. Et ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'on arrive à comprendre dans la période qui vient. Il va falloir que le monde des opprimés se prenne ses affaires en main lui-même, se batte lui-même, s'organise lui-même, et il faudra qu'on impose par en bas une véritable démocratie. Et ça veut dire que ça passera par nous, le fait qu'on fasse de la politique. Alors justement, sur votre score au premier tour, vous avez fait 1,15% si je ne me trompe pas. Oui, ça doit être à peu près ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ce score ? Vous êtes globalement satisfait ? Non, on peut pas être satisfait dans le sens où on était à 4% il y a 5 ans et là on passe à 1. Mais là on n'est pas du tout démoralisé, c'est que depuis toute la campagne, les sondages nous mettaient à 0,05 et du coup on s'en sort pas trop mal. Et on a vu que dès qu'on était médiatisé, il y avait un intérêt pour ce qu'on disait, mais c'est surtout qu'il y a un décalage aussi entre le score qu'on fait et la sympathie qu'a suscité notre candidature dans ces élections-là. Moi je le vois dans la rue tous les jours. Beaucoup de sympathie, beaucoup de gens qui n'ont pas voté pour nous, mais qui disent bravo, heureusement que vous étiez là, ça fait du bien, ça fait passer certaines idées, et voilà. Et après, c'est le problème qu'on a, c'est que de toute façon, il y a la question du vote utile. Et le vote utile, il a fonctionné aujourd'hui. Mais nous, on est content d'avoir fait cette campagne-là, parce que on a été présent, on a fait passer une voix anticapitaliste, écologique, impérative, féministe. Voilà, on a fait passer cette idée-là, un programme de rupture avec le capitalisme. Même si on n'a pas convaincu sur le vote, en tout cas, on s'est fait entendre. Et puis surtout, on a fait entendre une voix qui dit, voilà, demain, il faut qu'on se batte. Il va falloir qu'on se batte contre Hollande, il va falloir qu'on se batte contre le futur gouvernement de poche, il va falloir qu'on s'organise, il va falloir qu'on fasse tomber des barrières au sein du mouvement social. Voilà, on a fait entendre cette voix-là et je crois que le NPA, il n'est pas passé inaperçu et tout le monde sait qu'il y a un parti, même s'il n'est pas très fort aujourd'hui, même s'il est tout petit, et il y a un parti qui est au moins honnête et qui est au moins sincèrement du côté des opprimés. Et justement, vis-à-vis de l'image que vous avez dégagée, je pense que c'est assez unanime et que même, par exemple, les militants du Front National pourraient reconnaître ça, c'est que vous avez fait l'unanimité du côté de la bonne image, c'est-à-dire que vous étiez vraiment l'image du candidat honnête, et je dis pas ça pour faire le lèche-cul ou quoi que ce soit. Et justement, vous avez dégagé une énorme sympathie chez les gens. Bon, peut-être que le nom de famille est pour quelque chose, mais vraiment une énorme sympathie. Et est-ce que vous n'avez pas eu peur justement que ça se fasse aux dépens de vos idées, c'est-à-dire que les gens retiennent que votre nom, que votre image, ils disent ah c'est Philippe Poutou, on l'aime bien, il est ultra gentil, mais qu'au final ils retiennent pas vos idées. Et d'ailleurs justement, on va en profiter nous sur la 15-18 radio parce que sur les autres médias on parle pas beaucoup d'idées de fond. On voulait vous demander, est-ce que vous pouvez nous faire globalement un petit speech sur quelle est votre vision de la société dont vous rêverez, au-delà des mesures d'urgence, c'est-à-dire comme le SMIC, augmenter le SMIC, etc. Mais quelle forme d'organisation de la société vous voudriez, par exemple dans les entreprises, comment s'organisent les entreprises, comment elles fonctionnent, comment on produit, comment on consomme, comment s'organisent les quartiers, les communes, la démocratie, etc. En fait, pour vous, qu'est-ce que le communisme, qu'est-ce que l'anticapitalisme, une société anticapitaliste, c'est quoi en fait ? Non, mais pour revenir au début, par rapport à la sympathie, est-ce qu'il peut y avoir un décalage entre l'image de sympathie et les idées, est-ce que ça a été bien entendu ? C'est sûr qu'il peut y avoir un décalage, comme il existait d'ailleurs avec Olivier Besançon,
on avait un peu ce souci-là, quoi. C'est la vision d'un militant honnête, révolté, radical, et puis et c'était l'image. Et après, on n'avait jamais vraiment convaincu sur le programme. Mais là, il doit y avoir un décalage aussi, mais ceci dit, malgré tout, à travers l'image, une partie de nos idées passe, parce que c'est des salariés d'en bas, ce sont des militants révoltés contre un système injuste, et donc ça passe quand même, ça se fait entendre, quoi. Voilà. Puis ce côté, quelqu'un d'en bas qui va faire de la politique, qui va s'affronter aux politiciens professionnels ou aux journalistes professionnels, voilà, c'est une image qui passe, quoi. C'est quelque chose qui restera dans la tête de plein de gens. Vous avez pas eu l'impression d'être abandonné par les élites intellectuelles, comme tous les intellectuels de gauche qui sont non, pas abandonné, parce qu'on sait où on en est aujourd'hui. On sait que malheureusement, voilà, il n'y a pas aujourd'hui dans le milieu intellectuel beaucoup de révolte ou de radicalisme. Bon, non, mais on a essayé de faire entendre la voix le mieux possible, en s'accrochant, en étant déterminé, parce que sinon on tient pas la route. Et voilà, parce que les temps sont durs, hein, malgré tout. Et voilà, on est un peu isolé aussi. Des fois, on se sent un peu seul dans cette bataille contre le système. Mais bon, voilà. Donc, on a fait entendre cette voix-là. Et puis, je pense que ça a été perçu d'une manière ou d'une autre. Parce que même moi, dans la rue, je vois, il y a des gens, des petits patrons, des artisans, des gens qui ont du pognon, même, parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir, et en disant bravo, bravo. Alors, c'est sûr que bravo, bravo, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, mais quelque part, il y a quand même quelque chose qui passe de ce gars et du coup, quel message vous voudriez faire passer? Quelle société vous souhaiteriez leur faire après, découvrir? voilà, le message fondamental, c'est cette idée, même si c'est difficile de le concrétiser, mais c'est cette idée de démocratie réelle, quoi. On a besoin aujourd'hui dans la population, on a besoin de discuter, de décider par en bas de ces choses-là. Il faudrait une véritable démocratie. Ça voudrait dire que même si ça n'existe pas aujourd'hui, ou même si ça a été expérimenté, bon, on a la Commune de Paris historiquement il y a plus d'un siècle. Il y a aussi à Porto Alegre au Brésil, ou je crois dans un village au sud de l'Espagne. Marinaleda en Espagne. Voilà, tout à fait, où il y a la population qui s'organise elle-même, où il y a vraiment une démocratie participative. Voilà, c'est cette expérience-là qu'il faudrait généraliser. On sait que ça existe dans des petits coins et voilà, ce sont des petites expériences, mais à la fois ce sont des grosses expériences parce que c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Et comment convaincre un électeur du Front National, par exemple, qui vote Front National et qui peut-être adhère aux idées, c'est-à-dire aux idées que l'immigration c'est un danger, etc. Comment le convaincre sans l'attaquer? Parce qu'on peut attaquer les idées du FN, mais les électeurs du FN, ça reste des membres de la population et il faut les convaincre. Alors comment les convaincre de passer de changer quoi, du tout au tout? L'électeur du FN comme celui qui vote pas, comme des gens qui vont voter Sarkozy, parce que c'est convaincre les opprimés, voilà, qu'il y en a qui font fausse, qu'il y en a qui se font embarquer dans le discours en pensant que oui, effectivement, il y a un problème de l'immigration, alors que le problème, c'est qu'il faut que les opprimés restent unis, et que le seul problème, c'est ceux qui organisent la société, ceux qui dirigent l'économie aujourd'hui, c'est la classe capitaliste, avec le pouvoir politique autour, qui est au service des intérêts des capitalistes. Voilà, c'est arriver à discuter d'une société où il y a deux camps sociaux fondamentaux, hein. Il y a le camp de celui qui subit, et de ceux qui subissent, et puis de ceux qui exploitent, et de ceux qui s'enrichissent sur le dos des autres. C'est un peu cette boussole-là dont on a besoin, et essayer de faire comprendre ça. Donc c'est vrai que c'est pour ça que le racisme, toutes ces idées-là, ce sont des idées qui sont là pour diviser les opprimés, qui sont le produit d'un système capitaliste qui repose sur l'oppression et l'exploitation. Bon, mais ouais, c'est pas simple. La preuve, c'est qu'on n'y arrive pas aujourd'hui, c'est que Le Pen arrive à faire 18%, et ça, c'est un gros problème. Mais bon, il y a une bataille à mener, une bataille sociale, et une bataille contre un système économique, parce qu'en fait, le fond du problème, il est là, quoi. C'est en combattant le système économique de pression et d'exploitation qu'on combattra les préjugés et qu'on reconstruira une unité du côté des opprimés. Et après, ça relève beaucoup pour de l'espoir d'un monde meilleur. L'espoir aussi qui peut s'apparenter à de l'utopie, mais voilà, quand on voit l'histoire des sociétés humaines, l'histoire tout court, heureusement qu'il y a eu des gens utopiques et qui ont toujours espéré qu'à un moment donné, les inégalités disparaissent. On est dans ce combat-là. Oui. Vous pensez que la société, parce que j'entends des personnes qui me disent oui, de toute façon, on va avoir le droit à notre évolution, on va avoir le droit à cette transformation de la société. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'un jour ou l'autre, la société va radicalement changer et les gens vont exprimer de leur ras-le-bol? Est-ce que vous en êtes persuadé de ça? Il n'y a pas de raison de croire que ça peut pas le faire, quoi. On voit l'histoire, hein. Il y a eu des moments dans l'histoire où les choses ont évolué. Il y a eu des révolutions ou des luttes sociales énormes. J'espère bien qu'on va le vivre, que ça va venir. Après, moi, je sais, il n'y a pas d'automatisme, mais ce qui est sûr, c'est que si ça ne vient pas, c'est catastrophique
pour les opprimés, mais pour l'ensemble de la société humaine et même pour la planète. On voit bien le capitalisme où c'est que ça amène. Donc en fait, il n'y a pas le choix. Il faut qu'à un moment donné, ça se passe. Il faut qu'il y ait des luttes sociales. Il faut qu'il y ait des révoltes pour stopper cette catastrophe économique. Et les solutions à la crise, enfin sortir de la crise, ça voudra dire rompre avec le capitalisme, ça voudra dire exproprier, ça voudra dire que l'économie soit entre les mains de la majorité de la population et pas comme aujourd'hui entre les mains d'une poignée de parasites. Bon ben voilà, mais je sais pas si ça arrivera, mais il faut que ça arrive, sinon on va vivre des années très très dures. Et on en parlait, vous avez réussi à vous créer une image auprès de la population française sympathique. Dans les médias aussi, vous vous faites plus entendre. Est-ce que vous pensez pouvoir profiter encore de cette image pour, dans 5 ans, vous représenter à la présidentielle ? Oh là, on n'en est pas là du tout. Là, c'est pas du tout programmé comme ça. Moi, personnellement, ce que j'espère, c'est que ce soit quelqu'un d'autre qui soit candidat, une autre camarade notamment. Parce que ce qui est bien aujourd'hui, c'est que il y avait Olivier Besancenot qui était tout seul à porter la parole du NPA. Le fait que je sois candidat, ça a permis à ce qu'il y ait 2 figures connues du NPA. Et là, il faudrait profiter des prochaines élections pour qu'il y ait 3 figures connues, parce que plus on aura une représentation collective, mieux ce sera. Et voilà, c'est l'idée que on n'a pas envie d'être candidat tout le temps, et au contraire, c'est faire connaître d'autres camarades et montrer que on peut être, d'autres styles, d'autres façons de dire les choses, c'est très important. Donc non, moi j'espère bien qu'on arrivera à faire que ce soit pas moi le candidat, mais avec cette idée qu'il faut que collectivement le NPA arrive à exister avec sa diversité. Et voilà, mais c'est surtout qu'après aussi, c'est dans 5 ans, et d'ici 5 ans, et j'espère qu'il va se passer des choses. Une révolution d'ici 5 ans. Ouais, mais son titre, un jeune parti qui bouleverse la donne. Et puis qu'on arrive à changer le système démocratique, que ce soit plus de présidentialisme, donc plus d'élections présidentielles, qu'il y ait une véritable assemblée constituante où la population intervienne et décide démocratiquement. Voilà, donc ça serait, si dans 5 ans on a encore des élections présidentielles, c'est que ça n'a pas beaucoup changé, quoi. Voilà. Et pour conclure, on va rapidement parler de vos projets personnels et des projets du nouveau parti anticapitalisme. J'imagine que vous pensez aujourd'hui aux législatives qui arrivent à grands pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces législatives? Qu'est-ce que vous pensez faire? On va se présenter partout où on peut. Voilà, parce qu'on va commencer c'est une prolongation de la campagne présidentielle. C'est continuer à se faire entendre. On sait qu'on n'aura pas d'élus parce que le système démocratique ne le permet pas. Mais on sera présent et on fera entendre le même programme politique, et puis avec l'idée derrière de reconstruire le NPA, de le renforcer, de le développer, et en même temps d'affirmer une politique unitaire, et donc de redire et d'insister sur cette idée qu'il va falloir qu'à la gauche de la gauche, on prépare concrètement la riposte unitaire. Et vous, pour vos projets personnels au sein du NPA, comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous comptez faire? Quel statut vous comptez prendre au sein du parti? J'en sais rien. Pour l'instant, c'est pas trop le problème. On va voir. Là, il y a les élections législatives, on va discuter. Puis après, il y a aussi mon boulot. Il y a une bataille parce qu'on est en train de se battre pour éviter des suppressions d'emplois. On a sauvé l'usine, mais la bataille n'est pas finie. Donc voilà, il y a plein de choses en même temps et il va falloir gérer tout ça de front. Et on verra bien. Mais surtout, la question, c'est que le NPA puisse se développer dans la période qui vient et profiter de la campagne qu'on a menée pour concrétiser avec les contacts qu'on a, avec la sympathie qu'on a suscité à travers la campagne, quoi. Et le retour à l'usine est prévu pour quand? Le 2 mai, le lendemain du 1er. 2 mai, voilà. Ça va être un peu difficile. Surtout si le résultat est pas aussi positif que vous l'espérez. Je pense que ça sera un peu peut-être la gueule de bois à l'usine, mais voilà. Le 2 mai, mais non, le 2 mai, on n'a pas encore eu l'élection. Si, mais pardon. Ah ouais. Pardon. Non, là, on a... non. Le 2 mai, on est encore dans l'espoir. Écoutez, Monsieur Poutou, on n'a plus qu'à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une bonne journée. À la prochaine, j'ai envie de dire. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook 15-18 Radio. Sur notre Twitter 15-18 Radio. Ou encore suivre l'actualité de la radio sur votre site internet préféré 15-18radio.com et utiliser des rubriques à votre disposition telles que Exprime-toi. Soyez à l'écoute de la 15-18 Radio, on vous fait des gros bisous. Le dimanche soir... Le 18 janvier, lors d'un point presse à Metz, vous m'avez traité de semi-dément. Ça vous laisse une bonne moitié. C'est l'émission politique sur la 15-18 Radio.